Simplicicar, la vente de votre auto servie sur un plateau avec plus de 90 concessions près de chez vous. Simplicicar.com vous présente Sud Radio, Destin de femme, Judith Belair. Bienvenue à toutes et à tous dans Destin de femme sur Sud Radio, votre rendez-vous du samedi à 13h30, inspiré du livre au même titre de Valérie Pérez. Il s'agit, vous le savez, de raconter un féminisme ici qui nous lie tous au lieu de nous cliver, le féminisme autrement. Aujourd'hui, vous êtes avec Armelle Carminati-Rabas, une pionnière et une leader incontestée dans le domaine de la mixité du capital humain. Alors Armelle, vous êtes initiatrice notamment du programme Accent sur elle, ou encore vous êtes auteur de plusieurs ouvrages dont Remixer la mixité et Pouvoir ES, avec le E entre parenthèses, sorti chez Erol. Vous interrogez notre vision du pouvoir dans la sphère privée, professionnelle et sociale. Vous avez été directrice générale de plusieurs grandes entreprises. Bref, votre destin, vous l'avez vraiment façonné à la force de votre poignet. Bienvenue sur Sud Radio, Armelle. Merci Judith. Sud Radio, Destin de femme, Judith Belair. Alors, les questions de ce début d'émission, Armelle Carminati-Rabas. Votre définition du féminisme? Ma définition du féminisme, ce serait que c'est de l'humanisme appliqué. Ouais. Un peu comme la différence entre les sciences appliquées et les sciences fondamentales. Alors, quelle est la différence? Mais en fait, je me suis dit, quand on regarde les choses en face, l'humanisme, nous, le monde est pour. Comme tous les trucs sur lesquels on est pour, on a de l'envie, on a de l'incantation, ça oblige pas à grand chose. Or, le féminisme, ça oblige à se coller à un sujet qui sont les déséquilibres femmes-hommes. Ils sont mesurables sur tous les continents, dans toutes les sociétés, à travers tous les âges. Et si on réussit pas à améliorer ça, en quoi est-ce qu'on peut prétendre être humanisme pour réussir le reste, c'est-à-dire l'égalité de chacun au bénéfice de tous. Donc au fond, c'est s'accrocher à un sujet très concret, très clair, absolument indiscutable, mesurable. Et puis là, on voit si on avance ou pas. Donc, si vous voulez dire que si on n'est pas féministe aujourd'hui, on ne peut pas faire avancer la société, quoi. Oui, d'ailleurs, c'est un marqueur de démocratie. Ouais. On le voit sur toutes les études, juste. Mais bien sûr, au niveau mondial, là où il y a un meilleur équilibre homme-femme, un vrai travail des gouvernements, travail des entreprises, travail des familles pour de l'équité, de l'égalité, il y a de la démocratie parce qu'il y a de la liberté. Bien sûr. Et qu'en fait, il y a de la liberté parce qu'il y a de la confiance dans l'individu. On veut équilibrer, alors certains métriquement vont dire des proportions de femmes et d'hommes ou des destins de femmes et d'hommes, c'est parce qu'on leur fait confiance. Quelle que soit la carrosserie. Ça veut dire respecter les différences aussi. C'est même faire l'apprentissage des différences. Okay. C'est super facile à faire, il n'y a même pas besoin de voyager, on les a là. Ça, c'est très juste. Alors, est-ce que les hommes, ils peuvent être féministes? D'ailleurs, je tiens à dire que c'est un peu le sujet de votre livre, de remixer la mixité. Donc, c'est une question qui tombe bien. Est-ce qu'ils peuvent être féministes, alors? Mais la plupart le sont. Ouais. J'allais dire, les plus travailleurs sont silencieux. C'est-à-dire les plus concrets, ceux qui... Ils ont peur de parler en général. Ils trouvent ça tellement naturel qu'ils voient pas l'intérêt de rouler des mécaniques sur le sujet. Moi, je le vois à la maison. Mon mari a élevé nos 3 filles parce que c'était des enfants qui avaient du potentiel, qu'il fallait aider, qu'il fallait propulser, de la même façon que s'il avait eu des garçons. Ouais. On peut penser... Alors, par exemple, il y avait un sportif qui m'avait passionné il y a 7-8 ans. C'était Andy Murray, c'était un champion de tennis américain. Et qui, la même année, pour le coup, je l'avais noté, c'était en 2017, Judith. La même année, il a recadré un journaliste de la BBC qui le félicite d'être le premier Américain à arriver au sommet du Grand Slam. Et il lui dit, non mais attendez, vous oubliez les 2 sœurs Williams. Ouais. Donc je suis le premier homme à réussir ça. Et puis, dans ces années-là, c'était quand il avait Amélie Mauresmo comme coach. Ouais. Et là, pas n'importe qui non plus. Il avait des condoléances sur le thème « Tu es bien courageux d'avoir une femme coach ». Et c'est elle qui se faisait insulter quand il ne performait pas, ce qui n'était jamais arrivé avec ses coachs précédents. Et Andy Murray, c'est typique du féministe, de l'honnête homme, en vérité, que les inégalités choquent, qui le dit calmement et puis qui passe à autre chose sans militer.
Ouais. Alors, vous dans le cadre de votre expérience, comment est-ce qu'on peut les encourager, ceux qui n'osent pas, justement, ou s'engager ou parler dans la promotion de cette mixité qui est aussi importante? Parce qu'à un moment donné, il faut quand même le dire aussi, qu'ils sont engagés. Sinon, on les voit pas. Et puis les autres continuent tout droit sans y faire attention. C'est ça. Alors, c'est un peu différent quand c'est au travail ou à la maison. Bien sûr. Bon, à la maison, je vais passer vite, mais il suffit pas de vider le lave-linge. Il faut se préoccuper que le panier est plein de linge sale, lancer la machine, quoi. Voilà, c'est-à-dire finir quelque chose, c'est pas mal. Solidaire, c'est pas mal, c'est déjà beaucoup, mais c'est toujours pas l'égalité. C'est prendre la charge. Au boulot, finalement, c'est au patron ou à la patronne de donner le tempo. C'est comme ça que ça se passe. Ça peut arriver par la base, mais moi, je vois par exemple dans ma propre expérience, il a fallu que je sois nommée partenaire, donc à 38 ans, pour que mon patron de l'époque, mon président de l'époque, nous accueille dans un comité de direction en disant « Salut les gars », que j'aille le voir à la sortie en disant « mais là, il y a un peu quelque chose qui a changé ». Et qui me disent « va regarder ce sujet ». Et c'est à partir du moment où je suis sur sa demande à lui, sur son invitation à lui, aller regarder le sujet des carrières des autres femmes, que j'ai commencé à réaliser toute l'évaporation silencieuse des talents féminins, sans bagarre, sans combat, sans prud'homme, rien. L'élégance du départ des femmes, et que en 6 mois, j'étais féministe, mais je n'ai pas été auparavant. Ou alors vous le saviez pas. Vous le formuliez pas. Pensé. Ouais, c'est ça. Je l'ai pas pensé. On était 5-7% de femmes en école d'ingénieur à Centrale. Je calculais pas le monde avec un verre bleu, un verre rose. Sur les femmes ingénieures, il y en a très peu. On voit pas. En fait, on est aveugle. Elles ne savent pas qu'elles peuvent y aller aussi. Ou quand on y est, on est bien content d'être là et on ne compte pas. Je pense que les jeunes filles d'aujourd'hui, c'est différent. Moi, je vois sur mes 3 filles, il y en a 2 qui sont passées par la filière ingénieur. Alors là, elles ont compté dès l'entrée. C'est-à-dire, elles sont passées d'une brillante terminale scientifique où elles étaient quantitativement presque plus nombreuses que les garçons et alors en termes statistiques à rafler les mentions. Et puis, le matin de la rentrée de la prépa, pchit, elles étaient 6 filles sur 45. Alors là, pour leur coup, ça leur saute aux yeux, très tôt. Et du coup, elles ont d'autant plus envie de se mettre en avant, plus que votre génération. Alors, ça dépend. Je pense que c'est comme toujours, ça dépend de l'entourage, ça dépend des discours, ça dépend de la façon dont ce choc est simplement visuel ou parfois de l'expérience quotidienne dans la classe. Au sens désagréable. Bien sûr. Donc, il y a toute une partie de cette génération qui n'attend pas de demander pardon. Quoi. Ouais. Et puis on a une autre qui vont se laisser tétaniser comme d'autres. Alors justement, puisque vous parlez d'être tétanisé, c'est quoi l'obstacle selon vous à un avancement plus rapide du droit des femmes? Il y en a tellement, je veux dire. Le premier qui vous vienne à l'esprit comme ça? Je pense que l'ignorance, voilà, c'est ça, c'est ne pas savoir, c'est ne pas décrypter, c'est ne pas être attentif, c'est ne pas être vigilant et passer complètement à côté du sujet. On peut passer une vie entière de bonne foi. C'est-à-dire que ou être féministe sans s'en rendre compte aussi. Ou être féministe sans s'en rendre compte, symétriquement, vous avez tellement raison, c'est exactement ça. Et en étant aveugle à ça, on peut faire son bonhomme de chemin en honnête homme ou en honnête femme. Quelqu'un peut vous faire remarquer quelque chose, mais vous n'êtes pas contagieux dans la société, et ça, c'est des occasions ratées. Donc c'est en ce sens-là que... faut que les hommes s'en saisissent aussi. Oui, il suffit pas d'y croire. En fait, c'est du travail, et c'est là que ça devient compliqué. C'est-à-dire être pour, c'est généreux, c'est sympathique. Et qu'est-ce qu'on fait derrière, quoi? Il faut y croire. Ça, c'est la moindre des choses. Et trouver ses raisons personnelles, ça peut être parce que c'est sœur, ça peut être parce que c'est fille, ça peut être parce que c'est copine, enfin, peu importe. Il faut le dire, et là, vous y êtes complètement, c'est-à-dire l'assumer, parce que quand vous l'assumez, ça vous oblige. Quand vous dites quelque chose, on vous attend 6 mois plus tard, 1 an plus tard, en disant « Qu'est-ce qui s'est passé depuis que tu as dit que ?» Il faut le faire, et ça, c'est une opiniâtreté de toutes les minutes. Ce travail-là, puisqu'en fait, c'est un travail d'amélioration du monde. L'amélioration du monde, il y a le trottoir au soleil, mais il y a aussi le contre. Bien sûr. Contre les effets contraires, contre les vents contraires. Là, c'est compliqué. On peut lâcher l'affaire aussi. Ça peut être décourageant. On fait, on dit, puis il n'y a pas de résultat. Qu'est-ce qu'on fait quand on est patron et qu'il n'y a pas de résultat tout de suite? Et ça puis prend après, du temps aussi, il faut apprendre la patience. Ça prend du temps, c'est le tango, on avance de 2 pas, on recule d'1, ne jamais se reposer parce que ça reculera. Mais tout de même, il faut se le dire, savourer le résultat.
Et honnêtement, savourer le résultat. Enfin, moi, je l'ai vu parce que j'ai démarré ça comme Monsieur Jourdain ou Madame Jourdain. Hein. Comme je vous dis, j'ai un patron qui me tape sur l'épaule, qui me dit va regarder. Je vais regarder. Les chiffres me montrent la disparition. Les interviews de ceux qui étaient partis me montrent des histoires récurrentes qui se ressemblaient. Et finalement, savourer les résultats, c'est pas simplement voir que finalement certaines trouvent leur place, que votre couche de manager est un peu plus attentif à repérer les talents singuliers, différents, et s'en trouve tout à fait bien. Mais c'est aussi le rayonnement. Le rayonnement, il faut quand même le dire, c'est le rayonnement pour l'entreprise qui avance, c'est le rayonnement personnel, parce qu'à un moment donné, et puis ça se voit vous dans êtes les chiffres. regardé avec gratitude, Ouais. c'est-à-dire que vous n'avez pas que des résultats, et ça, c'est une nourriture inouïe. Bien sûr. Allez, vous restez avec nous sur Sud Radio pour Destin de Femme avec Armelle Carminati Rabas, qui est auteur et dont je vous recommande les livres Pouvoir chez Erol et Remixer la mixité, c'est chez Erol aussi. Co-auteur. Co-auteur, Jamais oui, seul. co-auteur, Jamais bien sûr. seul. Évidemment, parlons-en. Allez, à tout de suite, parlons vrai sur Sud Radio. Sud Radio, Destin de femme, Judith Belair. Femme, vous le savez, c'est l'émission du féminisme autrement. Vous êtes en compagnie aujourd'hui de Armelle Carminati Rabas, auteure incontestée de chez Erol. Alors, co-autrice de ces très très bons livres, si ça vous intéresse, Pouvoir, les nouveaux équilibres femmes-hommes, et puis Remixer la mixité. Je vous les recommande. Alors, Armelle, vous me disiez que sur Andy Murray, on s'était trompé tout à l'heure. Enfin, oui, parce que j'y connais strictement rien au tennis. Donc en fait, Mauresmo, j'en suis sûre. Le fait, effectivement, qu'il était interpellé par la BBC, j'en suis sûre aussi, mais alors que c'était le premier champion américain ou écossais, moi je laisse les experts dire. Priori, par contre, son courage et son flegme, oui, ça pourrait bien être britannique. On adore. Alors, Armelle, une avancée en fait, quelque chose qui fait que la condition des femmes s'est vraiment améliorée depuis quelque temps. Qu'est-ce que ça serait pour vous ? Je dirais au moins 3 étapes. La liberté à disposer de son corps. On entend beaucoup parler aux États-Unis, là, dans la campagne américaine. C'est Simone Veil, 74. Merci, Madame Veil. Mais je dis oui, vraiment. Voilà. Jours, et puis, l'inscription dans la Constitution l'année dernière. Merci le gouvernement dans ce moment. Parce que là, ça ancre encore plus. Je dirais, moi, la deuxième étape, et je l'ai complètement vécue, c'est la puissance des réseaux et donc la sororité. Alors c'est vrai, parmi les premiers actes que j'ai pu faire dans l'entreprise quand mon patron m'a dit vas-y, va regarder ce qui se passe, pourquoi voilà, t'es la seule. Vous étiez déjà chez Accenture notamment, je le dis quand même. J'étais partenaire, voilà c'est ça, et la première femme. Et c'est pas n'importe et effectivement, quoi. J'ai monté un réseau, enfin j'ai ouvert un réseau où j'ai invité des femmes parmi nos clientes et les femmes de l'entreprise qui commençaient à grandir. Et j'ai vu la sororité en action. Et ça, c'était en 2000-2001. On est 23 ans plus tard. 23 ans plus tard, c'est toujours là. D'ailleurs... Quand ça marche, quoi. Quand ça marche, et la sororité... C'est pas toujours simple non plus. Mais pas plus que la fraternité. Antenne, voilà. Pas plus que la fraternité. C'est-à-dire ce procès en manque de sororité entre femmes, les crépages de chignons et tout ça, je trouve que c'est aussi macho, en fait. Ça existe, mais de même que les affrontements d'une violence inouïe, complètement disproportionnée entre hommes existent. Bien sûr. La lutte entre hommes existe, la rivalité entre hommes existe. Alors sinon, le monde serait merveilleusement pacifique. Donc oui, la sororité existe. Et puis, je pense que la dernière avancée, elle n'est pas facile, mais c'est les violences, c'est MeToo. C'est le procès des viols de Mazan en ce moment. C'est l'incroyable Gisèle Pellicot qui choisit non seulement de subir ce procès pendant des mois, mais en plus d'être celle qui nous invite à regarder cette violence larvée en face. Et c'est pas drôle. Non, mais c'est magnifique. C'est atroce pour elle et même pour nous. Qui a envie de regarder les travers ? Envie, mais c'est extrêmement nécessaire. Mais bien sûr, c'est et complètement salutaire. Elle est en train de nous faire gagner un temps fou. Donc ça, c'est la troisième avancée, mais matérielle et sur un des sujets. Je pense que c'est l'ultime sujet difficile. Alors Simone de Beauvoir, elle nous disait, vous savez, dans le second sexe, on ne naît pas femme, on le devient. Est-ce que vous savez quand vous êtes devenue femme, vous, Armelle Carminati ? Bon, alors elle le disait de mémoire, parce que c'est quand même 2 pavés, le 2e siècle. Parce qu'elle disait que c'était les codes sociaux qui nous formatent et qu'à un moment donné, on finit par se conformer. On peut s'appliquer chacune dans notre intimité. Ou chacun. Voilà. Oui. Devenir homme.
Bien sûr. Ok. Oui. Mais évidemment. D'accord. Alors expliquez-vous. Et oui, parce que devenir femme, il faut bien un référentiel pour dire je le suis pas assez, je le suis moins, ou je me fais reprocher de l'être trop différemment, etc. C'est pareil chez les hommes. Hein. Pas assez viril, voilà. Et je suis pas sûre que ça soit exactement pareil, mais c'est une conversation qui prendrait quelques heures. Je pense qu'il y a plein de masculinités différentes, de même qu'il y a plein de féminités différentes. Évidemment. Par contre, le carcan de la virilité, il s'impose à beaucoup. Il faut être courageux pour être un homme en s'en éloignant et en s'en affranchissant. Être affranchi, c'est courageux. Et je pense que c'est courageux aussi pour certains hommes. D'accord. Aimer la danse classique, c'est pas si simple à assumer au milieu des copains qui aiment le foot. Ok. Alors comment ? Pas à pas. Ouais. Moi, je pense que mes parents, qui sont d'extraction d'immigration italienne, m'ont appris à moi, à mon frère, à ma sœur, que finalement, il fallait travailler pour creuser sa voie et que c'est par ce chemin-là qu'on avait de la liberté et de la possibilité. Je pense que mon mari, moi, c'est un homme merveilleux que j'ai rencontré il y a plus de 40 ans. Il m'a laissé de l'espace, de la liberté et le droit d'être égoïste. C'est-à-dire le droit de faire ce que je ressens de bien pour moi. Ça, c'est absolument inouï. C'est très riche, parce que c'est rare, hein, vous le savez. Et mes patrons, en tout cas, ceux dont j'ai un souvenir plein de gratitude, c'est ceux qui m'ont laissé de l'espace. Après, il fallait le remplir. Après, il fallait l'honorer. Et donc, à chaque fois, je pense que je me suis affermie dans être vraiment qui je suis, être bien en tant que femme. Vous avez l'air bien en tant que femme, en tant que vous, en fait. Oui. Hein. Et ça, c'est venu à quand votre bien-être? C'était très progressif, Judith. Mais moi, j'ai été moment où tout d'un coup vous avez fait ça y est, j'y suis. Le moment où je pense que quand j'ai quitté le CAC 40, quand j'ai quitté une direction générale, que j'ai dit stop, c'est bon, j'adore les entreprises. C'est pas du tout de la haine de ce genre d'entreprise. D'ailleurs, j'ai continué à m'engager auprès du MEDEF parce que j'ai du respect pour les chefs d'entreprise et les entrepreneurs. Mais quand j'ai pris ma liberté, là, pour le coup, j'ai respiré. Mais là, physiquement, le diaphragme s'est libéré. Non, mais je suis pas très précoce. Ça n'a rien à voir. Je pense. Chacun a son temps, justement. C'est ça. Et donc, en fait, vous parlez aussi dans Remixer la mixité du fait que le pouvoir, il s'exerce aussi dans la relation et que, en fait, il faut que de manière privée ou professionnelle, ça évolue, quoi. C'est-à-dire que le pouvoir, il n'est pas forcément toujours masculin non plus. Déjà. Et puis, il y a le pouvoir de et le pouvoir sur. Donc, tant qu'on est sur le pouvoir sur l'objet, la possession, ses troupes, ses chiffres, sa boîte, ses équipes, là, pour le coup, on est dans un contrôle. Et là, pour le coup, c'est pas épanouissant pour grand monde. Par contre, traverser des échelons, grandir, avoir le pouvoir de... moi, je l'ai vu en devenant dirigeante. C'est en devenant dirigeante que j'ai commencé à avoir du temps pour aller chez le coiffeur en semaine. Sinon, vous pouvez pas. C'est en devenant assez top manager que j'ai pu prendre des fins d'après-midi pour aller voir la petite compétition de fin d'année au cours de danse de mes filles ou pour aller accompagner une sortie scolaire sans essayer de le faire en clandestin. Et d'ailleurs, quand vous devenez dirigeant, puisque cette liberté, elle est là, faudrait qu'on le raconte. Une des raisons pour lesquelles ni les femmes aujourd'hui, et de moins en moins certains hommes aujourd'hui, n'ont envie des positions de pouvoir, c'est parce que ça fait pas envie, et c'est parce qu'on n'en rencontre que la moitié. Parce qu'ils ne se rendent pas compte que plus ils montent, plus ils sont libres. Donc ça, c'est important de le dire. On raconte l'effort, on raconte la charge, le stress, l'angoisse de la mauvaise décision, le temps consacré à ça qui fait que vous n'avez plus beaucoup de temps pour le reste. Mais on ne raconte pas l'immense liberté que ça donne. Et d'ailleurs, je le vois, moi, dans mes entreprises, quand mes top managers ou les dirigeants à côté de moi devenaient papa, j'allais les chercher par la cravate en lui disant « Si tu prends ton congé patte, dis-le. Fais pas une croix sur ton agenda avec ton assistante qui raconte partout que tu es en déplacement. Non. Au contraire. Revendique-le. C'est important. Assume ça. De toute façon, ce temps-là, tu le prends. Bien sûr. Et tu vas voir à quel point ça soulage de pas mentir et de pas se travestir au boulot. Surtout à quel point ça donne des autorisations à tout le monde. Mais bien sûr. C'est ça. Mais bien sûr. Donc en fait, finalement, la parole féministe des hommes doit se libérer aussi. C'est ça que vous dites. Mais bien sûr. On doit plus l'entendre, quoi.
C'est ça. La parole féministe, la parole de liberté, ils ont envie, d'ailleurs même sans avoir un enjeu féministe comme le congé paternité qui rééquilibre le temps à la maison, aller le vendredi en fin d'après-midi à la compète de foot du petit dernier, c'est-à-dire entre père et fils, il faut l'assumer. Quand on a un niveau dirigeant où on a cette liberté de prendre le temps, il faut le revendiquer. Parce que ça fait le rôle modèle en fait. Mais bien sûr. Ça. Ouais. Bien sûr, ça relaxe tout le monde. Ouais, c'est clair. Alors juste, on n'a plus beaucoup de temps ensemble, Armelle, hélas, mais si vous aviez un petit mot de la fin, un message à faire passer aux éditeurs, aux auditrices. C'est presque un petit peu un contre-message sur la confiance en soi. Moi qui, depuis les années 2000, ai construit des programmes en entreprise pour aider les femmes à avoir de l'ambition, la redéverrouiller parce qu'elles l'ont eu à un moment donné. À un moment donné, tous ces programmes, ils passent par le côté, alors là, mince, les femmes manquent de confiance, elles osent pas, elles vont pas demander une augmentation, elles sont trop sages, elles sont un peu scolaires, elles attendent la bonne note, et l'augmentation qui va avec, ça vient jamais. Ouais. En fait, je pense qu'on se trompe. Je pense que il faut travailler l'estime de soi, c'est-à-dire savoir qui on est, savoir ce qu'on vaut, ça c'est sûr. Mais cette injonction à la confiance en soi, c'est presque une injonction au narcissisme, voire même c'est complètement démodé. Moi, j'ai 35 ans, peut-être même 40 années de carrière. Je sais que pendant mes 20 premières années, c'était l'enjeu. Il fallait acquérir de la confiance en soi et avec ça, les autres vous suivront avec conscience. Vous êtes un bon capitaine et voilà. Les crises ont tout cassé. Ça a cassé les jouets, ça a cassé la vaisselle. Et là maintenant, finalement, celui ou celle que vous avez envie de suivre, c'est celui qui admet la possibilité de l'erreur, parce que la crise, c'est quand ça casse, et donc qui est fiable. Alors votre mot de la fin, ça sera qu'il faut admettre la possibilité de l'erreur et par là même vivre, être honnête avec soi-même, avec les équipes, ne pas les surstresser, viser la fiabilité, pas le narcissisme. Magnifique, merci beaucoup Armelle Carminetti-Rabas. Je rappelle vos 2 excellents livres en co-auteur, Remixer la mixité, femmes et hommes, parler et agir autrement, et Pouvoir ES, les nouveaux équilibres femmes-hommes, c'est sorti chez Erol. Nous on a rendez-vous samedi prochain 13h30 pour un nouveau Destin de femme, et puis demain c'est excellent à 19h évidemment, sudradio.fr, vous avez tous les podcasts. Je vous fais des bisous. Merci à Juju qui réalise pour vous aujourd'hui. À plus tard. Simplicicar, la vente de votre auto servie sur un plateau avec plus de 90 concessions près de chez vous. Simplicicar.com vous a présenté Sud Radio, Destin de femme, Judith Belair.